Et tout ça dans une température extérieure qui est de combien à peu près? qui a varié moins 10 à moins 70. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Et Mais à moins 70, tu peux même pas faire pipi dehors. Tu sais, t'as des énormes moufles comme ça, d'ouvrir en fermeture éclair, ça devient difficile. Donc, c'est des températures allant de moins 10 à moins 70 degrés. En fait, on apprend dans le livre que en Antarctique, il y a un été qui dure à peu près, si on peut appeler ça un été, mais ça dure à peu près 3 mois. Puis, il y a besoin de cette saison-là pour traverser le continent, sinon il risque de crever de froid sur place parce que pendant l'été, il peut faire moins 30, moins 40, moins 10, ça peut varier selon le vent puis selon les courants d'air qui passent par le continent apporté par la mer, mais l'hiver, on peut facilement descendre à moins 60, moins 70, même il y a moins 80 quelques degrés qui est très proche de moins 90 qui a déjà été enregistré par la station météorologique qu'il y a là-bas. Donc, le livre un peu commence sur le fait que c'est une course contre la montre, là. Il le dit lui-même justement dans l'entrevue qu'il donne, je pense que c'est sur Europe 1 qu'on entendait les extraits. Donc, on plonge d'une certaine manière au cœur de cette nouvelle expédition-là, la traversée de l'Antarctique. Donc, le trajet, vous allez le voir sur l'image que je vais mettre pour le podcast, on voit le trajet. Le but, c'est de partir d'Afrique du Sud pour descendre jusqu'au cap antarctique des terres de la Reine Maude. Et on passe par il traverse jusqu'au pôle sud, où il y a la base américaine de Amundsen Scott. Et après ça, il pique de l'autre côté vers la base du Mont d'Urville, qui est une base, une station météorologique, puis une base de recherche franco-italienne. Donc, dans ce voyage-là, il repousse encore évidemment les limites, puis il frôle la mort plus qu'une fois. Donc, je veux dire, moi je trouve que c'est un personnage fascinant puis il y a une histoire fascinante parce que on comprend un peu plus la psychologie des gens qui font ça, puis justement on le découvre un peu tout au long du livre. Justement, le livre, il commence sur le décès de sa femme. Donc, dans le premier podcast, j'expliquais qu'il forme une espèce de duo avec sa blonde. Elle prépare les expéditions sur le plan technique. Dans le fond, elle s'assure qu'il y ait le permis, le visa, puis tous les trucs que ça prend. Donc, le livre commence un peu là-dessus, sur le décès de sa femme. Puis là, il est revenu à la maison chez lui en Suisse avec ses 2 filles. Il y en a une qui était à Boston, puis l'autre à Paris pour des études. Puis là, il raconte qu'il vit cette expérience-là avec ses filles d'une espèce de vie, dans le fond, de parents plus normal, puis il raconte cette expérience-là comme une des affaires les plus difficiles qu'il a jamais vécues. Il a jamais été chez lui sur une longue période, il a toujours été parti en expédition depuis l'âge d'une trentaine d'années. Il a maintenant 50 ans au moment où il écrit le récit de l'histoire. Puis c'est ça, il a jamais fait ça pendant aussi longtemps, resté à domicile, un peu à rien faire d'une certaine manière. Puis en plus, là, il a pas sa blonde avec lui, donc là, il est tout seul avec ses filles. Puis à un moment donné, même au début du livre, il apprend que, tu sais, à la fin de cette histoire-là, il a noué des liens assez proches avec ses 2 enfants, mais au moment où la mère décède, puis les filles reviennent vivre avec lui, il les connaît dans le fond assez peu. Il était un père plutôt absent parce que il y avait plusieurs, tu sais, il menait des expéditions un peu partout, puis pour eux autres, le père, c'était une espèce de figure lointaine qui est partie avec un traîneau dans le nord. Sauf que justement, au bout d'un certain temps, ses filles le confrontent. Puis là, ils disent tu nous tombes ses nerfs, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, t'es pas bien dans la maison, on le sait que tu veux repartir en expédition, c'est toute ta vie, t'as toujours fait ça, donc vas-y, puis va-t'en. Puis là, au début, il y a une genre de négation, il dit non, faut qu'on reste avec vous autres, faut qu'on se supporte, votre mère est partie, faut qu'on reste ensemble. Etc. Puis là, finalement, les filles tombent sur le plan de la prochaine expédition qu'ils avaient commencé à préparer avec Cathy, sa femme. Donc, c'est la fameuse traversée de l'Antarctique. Ça, en fait, tu comprends dans le livre que ça remonte à un vieux rêve d'enfance, parce que quand il était petit, il lisait les exploits de Roald Amundsen. Donc, Roald Amundsen, tout à l'heure, je disais que au pôle Sud, il y a une base qui s'appelle la base Amundsen Scott. Donc,
Amundsen pour Roald Amundsen, puis Scott pour un autre explorateur britannique, lui, qui a perdu la vie en essayant de revenir du pôle sud. Donc, Roald Amundsen, c'est en réalité le premier homme qui a réussi à se rendre jusqu'au pôle sud puis à revenir au continent. C'est un Norvégien qui est né en 1872 et qui est mort en 1928 à l'île aux ours. Je pense que c'est dans le coin du Groenland, ça, l'île aux ours, ou du Svalbard, quelque chose comme ça. C'est dans un coin nordique. Lui, ce bonhomme-là, ben là, c'est ça. Quand il est jeune, Horn lit ses histoires. Donc, il a commencé en 1898 à participer à l'expédition polaire belge de Adrien de Gerlache. Dans le fond, c'est l'un des premiers qui décide d'aller en Antarctique comme tel. Donc, ils s'en vont là-bas, puis ils passent l'hiver là-bas. Il va nouer des liens là-bas avec un des médecins qui est là. Ce qui fait que 10 ans plus tard, il va retrouver des membres de cette expédition-là, puis il va commander la première expédition à atteindre le pôle sud. Donc, il y a des gens, depuis le milieu des années 1800, même 1700, je crois, il y a des gens qui se sont rendus en Antarctique sur des îles sur le bord de la côte, et ont découvert le continent, mais personne n'a rentré sur le continent pour dire de se rendre jusqu'au pôle sud. Donc, le 14 janvier 1911, Amundsen y arrive dans la baie des Baleines. Puis là, Horn raconte tout ça un peu dans son livre. Ça met en ambiance pour le reste du bouquin. Il explique que Amundsen a utilisé par contre lui des skis puis des chiens d'attelage pour se rendre jusqu'au pôle sud. Puis comment il a fait, c'est assez original. Il est arrivé, puis d'ailleurs si vous fouillez sur internet, vous allez pouvoir trouver la cabane qui avait été construite justement par Amundsen. Puis là-dessus on voit encore la cabane qui est encore aujourd'hui d'office, là, dans le fond, le froid l'a préservé, puis même on peut voir sur internet des photos de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit la cabane là-bas, puis ils sont montés progressivement jusqu'au 80e, 81e et 82e degré sud en direction vers le pôle. Puis à chaque étape, ils construisaient une espèce de petit bâtiment puis ils mettaient du ravitaillement là-dedans. Vu qu'ils sont pas capables d'amener assez de bouffe puis assez de stock pour se rendre d'un coup sec jusqu'au pôle sud. Donc ils savaient qu'en y allant et en revenant, ils allaient pouvoir s'arrêter à ces espèces de stations-là intermédiaires. Donc début 1911, ils finissent par abandonner le projet parce que là, finalement, ils sont partis avec 52 chiens de traîneau, mais il en revient juste 4 parce qu'ils ont été obligés d'en buter pour les manger. Donc, il y a une espèce d'histoire d'horreur qui existe à peu près rien dans les affaires de cette époque-là. Mais finalement, le 21 novembre, ils remettent l'expédition, puis ils arrivent le 14 décembre à 15h au pôle sud. Scott, lui, qui fait l'expérience à peu près au même moment, est de 572 km en retard, puis il va prendre 33 jours pour le parcourir. Mais finalement, il raconte dans le livre que Scott, à un moment donné, puis son équipage était tellement fatigués qu'ils se sont assis un peu pour se reposer dans la neige, mais finalement, ils se sont jamais relevés, ils sont morts de froid par un vent glacial qui est passé, puis ils sont juste carrément morts là. Donc, la mise en situation de ça, c'est pour montrer à quel point la préparation de cette expédition-là est importante parce que c'est fou là, ce qui peut arriver là-bas, puis les conditions de vie, puis quand tu vois les images d'Amundsen puis de Scott, ils ont de l'air habillés comme des ours, c'est pas des vêtements comme aujourd'hui faits expressément pour ça. Ils étaient en bottes de cuir avec de la peau d'ours tapée après. L'équipement qu'ils ont, c'était très archaïque par rapport à ce que Horn a. Sauf que la particularité de Horn, c'est que non seulement son trajet va être le plus long qui a jamais été fait, donc c'est la plus longue traversée de l'Antarctique, donc ça représente 5100 km. Il va faire ça au total en 57 jours. Donc, vous faites le calcul, ça fait des bonnes distances chaque jour, puis je vais vous expliquer comment il a réussi à faire ça par la suite. Sauf que, encore, pour rajouter un peu de complexité à toute la patente, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de partir avec son bateau, dans le fond, le Pangea. Le Pangea, c'est un bateau qui s'est fait construire sur mesure, qui est sponsorisé par Mercedes. Puis, ça a été fait par des ingénieurs au Brésil. Donc, ça s'inspire un peu
du nom de ce qu'on appelait le continent unique, là, avant que les continents se séparent. Là, on appelait ça la Pangée. Donc, il a donné le nom à son bateau en hommage un peu à cette affaire-là. Donc, le but, c'est de partir du Cap Horn, justement, comme son nom de famille, en Afrique du Sud, et puis de descendre en ligne droite jusqu'à l'Antarctique, puis ensuite de le traverser avec son traîneau puis ses patentes. Donc, le début du livre, ça raconte l'histoire de justement quand ils prennent le bateau puis ils s'en vont en direction pour accoster sur la terre de la Reine Maude. Et ça montre vraiment comment le parcours est presque impossible à réaliser parce que là, non seulement quand tu pars du cap de l'Afrique du Sud, quand tu arrives en direction de l'Antarctique, à un moment donné, même tu es à des centaines de kilomètres du continent, puis il commence à avoir des icebergs, puis des morceaux de calottes glaciaires qui se sont détachés à cause des vents, puis à cause du craquement, puis de toutes sortes de phénomènes aquatiques qui font que ça se ramasse dans le bateau. Puis son bateau est fait spécifiquement pour casser la glace quand il arrive. Dans le fond, c'est pas un brise-glace comme tel, mais c'est un voilier qui permet d'aller là-dedans. Mais là, il se passe toutes sortes de patentes. À un moment donné, ils sont obligés de plonger dans l'eau froide pour aller déprendre, essayer de casser de la glace qui entoure le bateau pour essayer de le déprendre, parce que sinon, ils sont pognés là entre deux morceaux de glace. Donc, c'est ça. Avant de traverser l'Atlantique, il faut toujours bien traverser la mer pour se rendre jusqu'au continent. Et puis là, c'est là que Mike commence à réaliser un peu l'importance qu'avait sa femme dans la gestion des niaiseries bureaucratiques entourant ses voyages. Donc, dans le fond, ils sont pris avec toutes sortes de problèmes. Ils ont sur le dos une genre de poursuite reliée à une première expédition qu'ils avaient faite en Antarctique. Donc, dans le fond, vu que lui, quand il était petit, il tripait sur les explorateurs puis un peu tout cet univers-là, il a décidé de fonder une espèce d'association ou de programme pour faire des expéditions avec des jeunes. Sauf que là, quand les jeunes sont revenus de la petite île là, en Antarctique où ils sont allés, ils se sont comme baignés là-bas. Il y en a un qui a attrapé froid, plein d'affaires. Puis là, les jeunes ont mis ces photos-là sur Internet, puis là, il y en a des parents qui menaçaient de les poursuivre, un autre patente gouvernementale qui disait « vous êtes baignés dans ces eaux-là, c'est protégé environnementalement, vous auriez pu détruire je sais pas quoi ». Donc là, ils sont pris avec toutes sortes de paperasses administratives, puis il y a de la misère à obtenir le permis pour se rendre finalement sur le continent. Mais heureusement pour lui, ces filles qui ont un peu l'ADN de leur mère dans le nez ont décidé de reprendre le travail que faisait leur mère pour leur père. Donc, il y en a une qui s'occupe de ses coms, un peu ses réseaux sociaux, ses affaires, puis l'autre s'occupe de justement de gérer les niaiseries bureaucratiques. Donc, il y a un des fonctionnaires d'Afrique du Sud qui demande il lui exige d'avoir un visa pour aller en Antarctique. Un autre demande une étude des impacts environnementaux de son expédition. Puis il dit, visa, je veux dire, l'Antarctique appartient pas à l'Afrique du Sud, c'est un continent qui est comme géré par une entente de plusieurs pays, mais ça appartient à personne techniquement, là. Donc n'importe qui peut aller là. Il dit j'ai pas besoin de visa pour aller là. Un autre dit c'est ça, une étude des impacts environnementaux. Il dit je vais me promener avec mes skis puis ma luge, là. Je sais pas quelle étude que tu vas avoir. Il y a pas je m'en vais pas. Je m'en vais pas rouler là-bas avec un 10 roues pendant des semaines. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'obstinations de même. Un autre veut venir inspecter le bateau sans arrêt, puis il dit, là, regarde les bateaux qui sont autour, sont sur le bord de couler dans l'eau, mais là, le mien, il tête après telle affaire. Ouais, est-ce que le mât, ça respecte les normes? Finalement, il dit à une de ses filles de se régler cette paperasse-là pendant qu'il s'y prépare, sinon il va finir par buter un des inspecteurs. Il a aucune patience pour ça, parce que d'habitude, justement, c'est sa blonde qui gérait toutes ces niaiseries-là pendant que lui faisait sa préparation physique. D'ailleurs, sur sa chaîne YouTube, il parle à un moment donné de sa préparation physique. Puis en Suisse, où il reste dans les montagnes, chaque jour, ou en tout cas 2-3 fois par semaine au moins, il part dans la montagne avec des pneus attachés au bout d'une corde, puis là, il marche, puis il court dans la montagne avec ça pour se pratiquer, dans le fond, quand il marche avec un traîneau. Vous allez voir d'ailleurs dans pas long à quoi ça ressemblait le stock qui traîne. Finalement, il rencontre un marin juste avant de partir qui dit « moi, je te suggère de pas aller là parce que les glaces à cet ainsi de l'année, c'est sûr que vous allez rester pris, vous risquez votre vie, blablabla. » Évidemment, Mike l'écoute pas parce que il a décidé que c'était là puis ça allait être là. Donc, il part le 19 novembre 2016. En principe, il va falloir à peu près 15 jours de navigation aux 12 membres de l'équipage pour atteindre le continent.
Les premiers jours, c'est un peu le party sur le bateau. Ça boit, ça mange des gros steaks. On admire le paysage qui est vraiment à couper le souffle. Les premiers glaciers arrivent. Les premiers blocs de glace, les petits icebergs sur l'eau. Sauf que, évidemment, ça pouvait pas durer. Comme j'ai raconté au bout d'à peu près 5-6 jours, les morceaux de glace sont de plus en plus présents. Ils savent pas trop où aller. Maintenant, foncent dans un morceau de glace, restent pognés là pendant une nuit. Finalement, après 3 semaines de zigzag entre la banquise, les icebergs, l'eau libre, son équipage, à un moment donné, il est sur le bateau, puis là, il aperçoit avec son équipage 3 manchots qui sont sur le bord de l'eau, puis là, il dit, c'est sûr qu'on est arrivé sur le continent, parce que les manchots, eux autres, ils seraient pas sur un bout de banquise à la dérive, donc on peut s'accoster là, c'est sûr que ça fait partie du continent. Puis là, il raconte les jours après qu'il sait pas encore s'il a atteint le continent pour de vrai, puis il dit, en tout cas, j'espère que les manchots sont allés à la bonne place. La première journée qu'on sort du bateau sur le continent, c'est consacré à vérifier son matériel, la tente, les rations, les skis, les bottes, etc. Et au total, le traîneau qui a attiré sur plus de 5000 km pèse plus de 250 kilos. Il raconte dans le livre que les membres de l'équipage essayent de le traîner sur comme 500 pieds juste pour le fun, puis ils reviennent, sont à moitié morts. Tu peux pas traîner ça, t'es fou. Donc, il dit, c'est comme ça, j'ai déjà fait jusqu'au pôle Nord. Il est un petit peu plus pesant, mais ça devrait aller. Donc, le 13 décembre, c'est le début de la vraie aventure. À 10h AM, la traversée commence. Le début de la traversée est pénible comme c'est pas possible, parce que faut monter sans arrêt. En fait, au-dessus de 200 km, tu montes, comme il expliquait dans l'extrait du début, tu montes pendant 3,8 km comme tel, mais pendant plusieurs jours, sur à peu près 200 km de long, tu montes sur une espèce de faux plat jusqu'à temps d'atteindre la surface du continent gelé. Donc c'est quand même assez long. Il espérait en plus faire ce trajet pénible-là à l'aide de son cerf-volant, mais dans les premiers jours, il n'y a pas de vent, mais au moins il fait à peu près moins 5 degrés, donc c'est pas trop pire pour ce qui est du gel. Sauf que là, c'est épuisant. Il fait après 2 jours, il y a 40 km de réaliser. Il est brûlé. Puis je sais pas comment je vais faire pour traverser le continent. C'est épuisant. Parce que là, son but, c'était de traverser avec 5 tailles de cerf-volant différents. Donc, dans le fond, il fait ce qu'on appelle du ski kite, là, un peu comme vous avez peut-être déjà vu ceux qui font du kitesurf. Tu as un cerf-volant puis qui t'amène avec ton surf sur l'eau. C'est le même principe. Puis là, il a calculé qu'avec les vents moyens qu'il y a là-bas, il pouvait faire des journées d'une centaine de kilomètres facilement avec un bon vent, avec ses skis. Donc, beaucoup plus rapide que si tu le fais à pied. Parce que si tu le fais à pied, la traversée de l'Antarctique, ça peut prendre plusieurs mois. Là. Puis là, il dit, je peux pas faire ça en plusieurs mois parce que je vais mourir de froid. Faut que ça fasse au maximum, faut que je fasse ça en 60 jours. Donc, l'histoire nous finit par nous dire qu'il a réussi de faire ça en 57 jours, mais comme je dis, c'est une course contre la montre incroyable. À ce moment-là, il réfléchit, il dit, est-ce que je change de cap puis je passe par un autre bout? Je serais quand même capable de briser le record qui est détenu par son ami Borgoslen, d'ailleurs. Il n'y a pas 52 000 personnes qui ont fait ce trajet-là. Il y a en fait lui qui va le faire. Borgoslen qui l'avait fait, et une Française dont j'oublie le nom qui l'a fait dans les années 90, une partie du trajet, mais à partir de l'autre sens de la péninsule, qui est comme une pointe qu'on voit quand on regarde des images de la carte de l'Antarctique. Le traîneau est péniblement lourd. Pourquoi il est lourd? Parce que dedans, il y a une paire de skis de rechange, il y a 40 litres de fioul, il y a 5 tailles de cerf-volant différents, il y a de la bouffe. Donc, il y a comme sa maison à tirer, si on veut. On arrive au 3e jour, le vent se lève et là, les problèmes commencent. Il a presque perdu l'équipement puis le traîneau à un moment donné dans une bourrasque de vent. Il y a toutes sortes de patentes qui arrivent. Il y a un problème avec un de ses panneaux solaires à un moment donné parce que il est équipé. C'est un projet de fou, mais il est équipé en fou. S'il y a un panneau solaire qui alimente un modem satellite, qui lui donne dans sa tente le Wi-Fi, l'accès à un GPS pour se situer tout le temps par rapport au nord, puis il est capable d'appeler avec ça via son système satellite ses filles en cas de problème ou Borgoslen pour avoir des conseils sur le chemin à prendre. Dans ce livre-là, c'est un peu spécial par rapport aux autres. Il se livre beaucoup plus sur sa vie et sa famille. Le chapitre 5, d'ailleurs, est presque juste là-dessus. Sa rencontre avec sa blonde, les filles, leur voyage dans le nord canadien, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pas fait.
Mais il donne autant d'informations que dans l'autre livre aussi sur toutes les techniques, puis comment il fait pour faire telle affaire. Puis commençant par la bouffe. D'ailleurs, le matin, il mange 6000 calories. Pour pouvoir partir sa journée, il va en manger 6000 autres le soir. Donc, il mange environ 12 000 calories par jour pour rester en vie. Il explique que c'est ça qui permet de garder sa chaleur. Dans le fond, quand tu ingurgites beaucoup de calories, ton corps se réchauffe. Puis quand les calories commencent à manquer, puis tu commences à ressentir la faim, c'est là que les engelures arrivent au bout des doigts, au bout des pieds. Justement, parlant du froid, comment il est équipé? 4 couches de laine, des vêtements imperméables, pantalon de plume, un blouson thermique. Et en plus, s'il fait trop froid, il y a d'autres affaires qu'il peut rajouter. À un moment donné, même, il va se fabriquer une paire de bottes artisanales pour mettre par-dessus ses bottes faites avec des morceaux de son matelas qui est en plume de je sais pas quoi. Le jour suivant, ça va un petit peu mieux. Il commence à atteindre un rythme de 40 km par jour et puis il commence à apercevoir la chaîne de montagnes à l'horizon. C'est les montagnes de la Reine Maude. Donc, si vous regardez une map de l'Antarctique, à un moment donné, il y a une chaîne de montagnes à partir des terres de la Reine Maude avant d'atteindre l'espèce de plaine antarctique qui fait que tu es sur une espèce de plat à peu près jusqu'au bout de l'aventure. Sa détermination là-dedans force vraiment l'admiration parce que la traversée qu'il entreprend à travers les montagnes de la Reine Maude pour rejoindre ce plateau a pas de Christie de bon sens. À un moment donné, il manque de tomber dans une fosse, puis là, il explique qu'il se sert de son traîneau là-dedans pour justement, avec le poids du traîneau, des fois, il le fait avancer un petit peu en avant de lui, il voit si le traîneau passe, lui, c'est sûr qu'il passe aussi avec ça. L'Antarctique, c'est un continent désert à part les bases qui sont là. Donc, à un moment donné, il passe pas loin d'une vieille base britannique qui date des années 40, mais qui a comme été à moitié détruite. Il y a plusieurs vestiges d'autres bases puis de d'autres affaires, mais globalement, il y a rien puis il est livré à lui-même. Donc, s'il y a un problème, il est vraiment dans la merde. Contrairement aux explorateurs précédents, là, il se dit je suis mieux de pas faire de détour puis chercher le chemin le plus safe parce que généralement, c'est une perte de temps précieux. Puis dans les chemins les plus safe, on peut aussi avoir des problèmes. Donc là, il essaye de se tracer un chemin au travers de la montagne pour pas avoir à aller grimper au complet avec son traîneau, ce qui ferait perdre beaucoup de temps. Puis un temps, dans son cas, il y en a vraiment pas de trop. Ça y prend finalement 2 jours et 20 heures de marche pour traverser la montagne puis arriver dans l'espèce de corridor qui mène à la calotte antarctique, où il y a plus de plats. Le kite va y permettre d'abattre énormément de distance en peu de temps, mais il y a un danger à ça. Il va l'expliquer à un moment donné dans une de ses vidéos, c'est les sastrugies. Dans le fond, les sastrugies, c'est quoi? C'est des espèces de pointes de glace qui sortent de terre. C'est limé par le vent, puis la friction, puis c'est coupant comme des lames de rasoir, puis il y a ça partout sur le continent, dans certaines places. En plus, c'est blanc sur blanc. Donc, c'est difficile à voir, puis c'est très, très, très dangereux. D'ailleurs, à un moment donné, il va se faire mal à une jambe en se pétant là-dessus. Ce qui devait arriver arriva, donc à environ 30 km/h, presque 40 km/h, son ski droit, à un moment donné, percute en percutant, puis le ski éclate en 2 morceaux, il se fait mal à une jambe. En fait, je vais le laisser expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé avec sa jambe. It was a hard day today. That's all I have to say. Un jour, avec mes skis et des kites, à fond la caisse, en allant entre 30 à 40 km à l'heure, j'ai arrivé vers un sastrugi. Mon kite faisait des 8 comme ça dans l'air pour essayer d'y aller plus vite. Mon ski était prise d'un côté, un sastrugi, et l'autre jambe, l'autre côté, et c'était là où mon ski a parti sec comme ça, et j'ai tordu mon cheville. J'ai tout de suite senti une douleur incroyable qui rentrait comme quelqu'un qui me plantait un couteau dans ma cheville et ça remontait dans mon genou. Avec un ski, j'ai essayé de garder l'équilibre en mettant gentiment un peu plus de poids sur la cheville qui était tordue. Je sentais cette douleur, je savais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, tu es au milieu de l'Antarctique avec encore 3000 km à faire et tu ne peux plus marcher.
Donc, malgré tous les problèmes, puis les blessures, puis les affaires, il finit par avancer à des rythmes de 70 à 100 km par jour. Même à un moment donné, en 48 heures, il avance de plus de 200 km. Et autour de lui, il n'y a ni faune, ni flore, rien à part ces Christie de Sastrugie-là. Puis là, il fait des retours sur l'expédition dont j'ai parlé avec Borgoslen en 2006, dans le premier podcast. Et il dit que là, c'est encore plus dur. Il est seul, donc il est livré à sa psychologie. Quand il déprime, c'est à lui-même de se remonter le moral. Ils peuvent pas s'entraider les uns les autres. Puis 2, c'est une course contre la montre parce que dans l'atteinte du pôle Nord, il y avait un délai, oui, à cause des rations, mais là, c'est pas le problème, c'est pas la bouffe, c'est la température. Parce qu'il dit le mois prochain, il va faire moins 30. L'autre d'après, il va faire moins 40, puis déjà au mois d'avril, on va frôler le moins 50, ce qui fait qu'à ce moment-là, ces températures-là permettent pas à un humain, peu importe le... Tu sais, il dit, j'ai des bottes qui sont supposées faire à moins 60, mais la réalité, c'est que n'importe quel humain à moins 30 commence à geler des pieds dans ces bottes-là. On avance, ça fait presque un mois qu'il est parti, on est le 24 décembre. Il fête Noël en battant son record, 120 km en une seule journée. Il fête ça en revenant à la tente, il mange un gâteau sec qui était préparé par... il a fait, tu sais, sa bouffe est faite, lui, par un genre de... plein de gens qui collaborent à son projet, des chefs cuisiniers, plein d'affaires. C'est de la bouffe déshydratée qu'il met dans l'eau. Donc, il y a un gâteau, du chocolat, il y a un peu de whisky, il fête ça avec ça. À un moment donné, il raconte que, justement, quelques jours après, il voit un petit oiseau qui vole pas loin de sa tente. Puis là, il se demande si c'est une hallucination, parce qu'il raconte que quand il a grimpé l'Everest à un moment donné, ou puis le Kilimandjaro, rendu à une certaine hauteur, ton cerveau manque d'air, puis là, c'est un peu comme dans le désert avec quand tu es complètement déshydraté, tu commences à avoir des hallucinations, puis c'est là que ça peut devenir relativement dangereux. Donc, il sait pas exactement si... il sait pas exactement si c'est une hallucination, mais il décide, c'est pas trop pourquoi, de suivre la trajectoire que l'oiseau a l'air de prendre, parce qu'il se dit peut-être qu'il s'en va vers le sud. À ce moment-là, il reste 1500 km pour atteindre le pôle. Sauf que là, toutes sortes de problèmes. Le vent, à un moment donné, tombe. Il n'arrive plus qu'à faire 20 à 30 km par jour. Là, il est un peu démoralisé parce qu'il voit le temps passer. Puis à un moment donné, il se dit, bon, là, j'aurai pas assez de temps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais changer mon horloge biologique pour avoir des journées de 30 heures. Puis là, quand il explique ça un moment donné, tu te dis, OK, mais il fait comment? Donc, la technique, c'est que il garde le 14 heures de déplacement, 5 heures pour manger, parce que c'est compliqué, il faut qu'il fasse fondre l'eau, réchauffer ses patentes, puis 5 heures pour le sommeil. Puis là, il calcule qu'il peut faire à partir de maintenant des journées de 30 heures. Donc à un moment donné, même si vu qu'il fait noir tout le temps à ce moment-là, en fait, vu qu'il fait clair tout le temps à ce moment-ci de l'année en Antarctique, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas rien, que tu dormes à midi ou que tu dormes à 10 heures le soir, ça change rien. C'est comme si tu étais en plein jour tout le temps, puis les températures sont pas différentes le jour de la nuit. Donc là, il augmente ses heures de déplacement à 20 heures, de 14 heures à 20 heures. Donc, il se déplace 20 heures par jour, il prend 5 heures pour manger, puis 5 heures pour dormir tout le temps. Puis c'est comme ça qu'il fait pendant des jours et des jours. Justement, le 30 décembre, le vent se relève, tellement qu'il se relève que Mike atteint une vitesse, il se mesure avec je pense que c'est son GPS ou je sais pas trop qui permet de mesurer ça, mais il atteint une vitesse de 50 km avec son ski kite, puis ce qui fait qu'en 48 heures, 20 heures de déplacement par jour, il réussit à abattre 335 km de distance. Il est maintenant à moins de 1000 km du pôle. Sauf que, comme je l'ai dit, la vitesse puis le vent, ça entraîne aussi des problèmes puis des dangers. C'est parce que plus tu vas vite, plus tu as de chances de te planter puis de te péter la gueule. Donc, à plusieurs reprises, il brise les skis ou encore il défonce la luge ou son kite part au vent puis il est obligé de le chercher parce qu'il y a un système pour se décrocher pour justement pas être emporté par le cerf-volant. Le 31 décembre au soir, il arrive pour se planter sa tente à la fin de la journée, puis il se rend compte du désastre. La luge a été abîmée par un des pics de glace, les fameux Sastrugie, puis il manque le réchaud, une partie de la bouffe. On se rappelle qu'il mange 12 000 calories par jour pour rester en vie, puis quelques articles qui ont été éjectés par le trou qui était fait dans la bâche du traîneau. Là, c'est un désastre, il n'y a aucune idée où la perte s'est faite, puis aujourd'hui, il a abattu presque 200 km
de distance. Donc, ce serait suicidaire de retourner sur ses pas. Donc là, il capote, il est dans sa tente, il sait pas trop quoi faire. Puis c'est dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que quelque chose comme ça arrive, il en profite pour faire des parenthèses puis raconter des anecdotes. Comme dans celui-là, il raconte, dans le fond, son passage dans les forces armées sud-africaines dans les années 80. Donc, il dit « Je m'engage dans l'armée sud-africaine en 1985 pour lutter contre les communistes au nord du pays qui a fait des victimes aux frontières de l'Angola. » Dans le fond, il y a une guerre à l'époque entre l'Angola et l'Afrique du Sud. À ce moment-là, il est lieutenant du 101e bataillon chargé de lutter justement contre les terroristes qui sont soutenus par l'URSS puis Cuba. Ça s'appelle la guerre des gorilles, apparemment, si vous voulez fouiller là-dessus puis ça vous intéresse. C'est à ce moment-là qu'il voit ses amis sauter sur des mines, être complètement déchiquetés. Finalement, il finit par être des seuls survivants du bataillon. D'ailleurs, dans son bataillon, il est le seul blanc sur 30 personnes qui sont dans ce bataillon-là. Les autres sont des Sud-Africains noirs. Donc, lui, il avait des relations assez proches avec tous ces gens-là depuis le début. Un jour de bataille, il raconte là-dedans que justement il a perdu la moitié d'un doigt à cause qu'il y a une mine qui explose pas loin de son fusil, puis l'impact fait que le fusil arrache un bout de doigt puis il est expulsé par la force de l'impact. Il a 19 ans à ce moment-là, mais son bataillon au moins réussit à faire capturer une 50aine de soldats ennemis. Puis là, il raconte toutes ces histoires-là, puis il dit qu'il avait raconté à sa mère que la seule raison pour laquelle il était allé là, c'était pour savoir s'il était capable d'en revenir vivant. Puis c'est pour ça qu'il avait décidé de faire son service militaire. Donc, t'apprends que c'est un peu l'armée qui a comme créé chez lui ou qui a été sa première expérience de survie ou d'aventurier d'une certaine manière. Puis c'est ce qui fait que il y a plus rien qui lui fait peur. Il y a du monde qui ont pété sous des mines en dessous de lui. Donc, lui... c'est comme si, puis là, il se rappelle ces souvenirs-là, puis là, il réussit à se remotiver, il fait ses affaires, puis là, il dit, ben là, je suis pas venu ici pour mourir, mais pour survivre, puis revenir, j'ai 2 filles, il faut que je m'en occupe. Donc là, il commence à modifier son équipement, il confectionne des trucs de fortune pour faire fondre de l'eau, avec le gaz qui reste, pour y réchauffer sa bouffe. Puis là, il dit, bon, ben c'est pas évident, là, ça va 2 fois moins vite qu'avant, mais je vais être capable de fonctionner. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il est qu'à 700 km de la base du pôle sud. Puis là, ils disent, on ne peut pas organiser un ravitaillement, c'est trop compliqué, donc je vais survivre avec un minimum de stock pour me rendre là-bas. Les blessures commencent à s'accumuler. Depuis quelques jours, ses pieds enflent à cause du froid, du manque d'oxygène dans les bottes. Il y a de l'œdème dans les orteils, surtout les gros. Pour se soulager, c'est un peu dégueulasse. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Mais il prend une drill, puis une mèche, puis il perce son gros orteil pour faire sortir l'œdème, puis il va manuellement avec les petits orteils. Il raconte ça dans une de ses vidéos. C'est dégueulasse, là. Mais il dit qu'il n'y a pas le choix, sinon l'œdème peut faire en sorte qu'à un moment donné, le pied va tellement devenir magané que ça pourrait être dangereux d'avoir une amputation. Il raconte encore tous les problèmes qu'il y a avec les bureaucrates qui essayent de mettre de l'eau dans le gaz de son expédition dans toute cette histoire-là. Il est contacté par sa fille, puis elle dit « Fais attention où tu passes, parce que là, il y a un no-go zone. » Dans le fond, c'est pourquoi il y a un no-go zone, c'est que la base américaine d'Edmundson Scott, ils utilisent des coins, puis ils appellent ça des no-go zones, puis ils mesurent genre la qualité de l'air là-dedans, ou le taux de pollution dans telle place, puis là, ben t'as pas le droit de passer là. Fait que là, il dit « J'espère qu'en arrivant à la base, je me ferai pas écœurer parce que sans le savoir, j'ai mis le pied dans une no-go zone. » Fait que là, il y a toutes sortes de... Il y a un échange de mails avec sa fille qui est assez intense par rapport à ça. Le 9 janvier, il finit par arriver à la base au pôle sud. Puis là, il rencontre une amie avec qui il avait déjà parlé, qui elle, travaille là-bas à l'année. Il offre du matériel, de la bouffe, puis un peu de fioul, justement, pour combler les trucs qu'il a perdus. Puis il va rester là un jour, le temps de parler au téléphone avec Bar Gosselin, puis de refaire ses calculs du temps que ça va prendre, de communiquer avec son bateau. Le bateau qui doit venir le chercher au sud, à la base du mont d'Urville, qui justement... c'est pas très chaud à ce qu'ils viennent, parce que là, il y a de assez mauvaise réputation de ce qui est sorti. On dit, dans les médias, on commence à dire qu'il est allé là sans permis, puis il avait pas le droit, il avait pas ci, il avait pas ça. Il y a même Mercedes, à un moment donné, qui dit, ben là, si ça nous cause des problèmes, on va peut-être te laisser tomber dans le sponsoring, tout ça. Donc là, il vit un bout de frustration relié à toutes ces niaiseries-là, mais finalement, il remet ça dans les mains de sa fille, puis il dit, moi, faut que je continue, faut que je survive.
Donc, c'est de plus en plus difficile le 14 janvier. Après quelques jours de marche, il est encore seulement qu'à 150 km du pôle tout au plus. Il est pas exactement sûr de où il est. Et là, il fait de plus en plus froid. Il y a des doublures de fortune qu'il fait avec, justement, en arrachant, comme je disais, des morceaux de son matelas, faisant plein de patentes. Mais le vent finit toujours par revenir au bout de quelques jours. Puis là, il abat des 150, 100, 190 km plusieurs journées d'affilée. Puis il avance comme jamais. Il s'accroche justement puis il repense à l'expédition de Scott, le compétiteur d'Amundsen qui est mort, comme je le disais, à seulement 5 jours de marche de retour à son bateau. Épuisé, affamé, il s'est arrêté. Il dit faut jamais s'arrêter, même si on est épuisé, on est magané, on s'arrête pour dormir, on se relève puis on part. Le 18 janvier, il abat son record absolu, 240 km de distance en une journée. Sauf que là, il se fait mal à une cheville, puis bref, parce qu'à un moment donné, ses jambes sont maganées à force d'absorber les impacts que les skis infligent à cause du cerf-volant. Il estime que l'hiver arrive le 20 janvier, puis là, il commence à faire noir. Il commence à paniquer un peu parce que là, il fait de plus en plus froid. Un soir, il va même perdre sa luge en essayant de rattraper son kite qui est parti au vent. Puis là, il capote, il dit « Si je perds ma luge, j'ai perdu mon kite, c'est sûr que je meurs. Fait que là, il se concentre, il dit « Bon, qu'est-ce que je fais? » Finalement, il va le chercher pendant 15 km de temps, puis il finit par retrouver sa luge à côté contre un morceau de glace avait resté coincé là pendant que lui était parti à la course après son cerf-volant. Puis là, ben, il prie, puis il se rentre dans sa tente, puis il se fait fondre de la glace pour se faire un café, puis il pleure parce qu'il était sûr qu'il allait mourir, mais finalement il a fini par être chanceux. D'ailleurs, il raconte là-dedans que quand il a commencé à faire des expéditions il y a une trentaine d'années, il était 25 ou 30 dans le monde à faire ce genre d'affaires-là, aller au Groenland, en Antarctique, monter l'Everest, faire ça. Il dit aujourd'hui, on n'est plus que 5-6, les autres sont tous morts dans leur expédition. Donc c'est assez particulier. 2-3 jours plus tard, il réussit à se remettre sur place. Il s'accorde un petit jour de congé pour à laisser le temps à sa jambe de se remettre. Il est plus qu'à 985 km. Vous me direz plus, ça me prendrait 3 mois faire ça, mais lui, il est plus qu'à 985 km à la vitesse où il va pour rejoindre le pôle, ben en fait la base du mont d'Urville. Là, il est en communication avec son équipage. Le bateau est prévu pour arriver le 10 février sur la terre d'Adélie, qui est la place où se trouve la base. Mais personne, en fait, pensait qu'il allait être capable de traverser aussi rapidement que ça. Donc, on ne sait pas s'ils vont être coordonnés exactement. Un jour, il va se blesser à une épaule, puis là, il est pogné pour faire une partie du trajet avec l'épaule en bandoulière, le kite à une main, puis là, il prend de la morphine pour endurer, puis là, il se dit, ben là, je vais toffer, je vais prendre toute la drogue que je peux pour atténuer la douleur, parce que là, j'ai plus le choix, je peux pas rester ici, si je reste plus longtemps, je peux mourir de froid. Là, il y a le moins 50 qui arrive, puis le moins 60 qui va arriver au début du mois. Le 3 février, il est rendu à 400 km de la base d'Urville. Il parle justement à ce moment-là par téléphone satellite avec la première femme, comme j'ai dit, qui a traversé le continent dans les années 90. Ça se trouve que par après, elle est devenue directrice de la base. Puis là, ben, elle dit j'ai encore des contacts là-bas, puis crois-moi, tu vas être capable de t'y rendre. Il y a pas de problème, je vais m'arranger pour que tu sois accueilli. Finalement, le 7 février, il commence sa journée, il reste 80 km, il commence à sentir la brise de la mer, il commence à voir les traces des chenilles, des gros camions, des convois qui ravitaillent entre deux bases qui sont proches de ce coin-là. Finalement, il finit par arriver. Au bout de sa patente, il a perdu 16 kilos. Il est maigre comme un clou, il a de l'œdème sur les pieds, il y a un bobo qui est en train de s'infecter sur le nez, il a froid aux mains, il a faim, il est sur le bord de péter une couche. Finalement, il va rester là une semaine sur place dans le camp avec les gars qui sont là, nouer l'amitié avec ces gens-là, puis il explique que ça a été une expérience vraiment intéressante parce qu'il y a un problème avec son bateau. Finalement, ben il va quitter avec les gars de là-bas qui partent en bateau pour s'en aller envers l'Australie, dans le fond, sur la Tasmanie. Donc, ils partent de l'Antarctique jusqu'en Tasmanie. Il va faire le voyage avec eux autres, puis rendu là, il va rejoindre son équipage qui va aller le rejoindre là-bas, reprendre le bateau pour retourner chez lui, finalement, en Europe. Donc c'est le parcours est vraiment incroyable, puis je vous ai pas tout dit parce que sinon j'aurais pu en parler pendant 4 heures de temps, mais le livre raconte
c'est une anecdote à temps pas l'autre. Il manque crever littéralement chaque jour. À un moment donné, il brise son système de câblage pour son cerf-volant, puis là, il est raccomode en attachant des cordes ensemble. Mais là, il dit là, j'ai plus de système pour le faire échapper si jamais j'ai un problème, donc je vais être pogné avec ça, puis c'est dangereux de crever, puis d'avoir toutes sortes de problèmes. Si jamais le cerf-volant, le vent se pogne trop la luge, je peux m'embarquer dessus. Donc, vers les 400-500 derniers kilomètres, puis en plus, il l'explique lui-même, c'est vraiment là que c'est le plus dangereux de perdre la vie, parce que comme on est pressé, on commet des actes un peu irréfléchis, ce qu'il avoue lui-même avoir fait plusieurs fois là-dedans. Mais finalement, tout est bien d'une certaine manière, qui finit bien dans son cas à lui. Je pense que c'est une leçon de détermination quand même assez intense, puis ça nous montre un peu aussi toute la ténacité de quelqu'un comme ça qui se bat d'une certaine manière contre tout un système qui veut l'empêcher de faire de faire ces rêves-là, parce qu'on voit que tout le long du livre, il y a le spectre de l'espèce de bureaucratie, puis de patentes ultra compliquées. Il peut pas aller à telle place avec son bateau, faut qu'il demande la permission à un tel, puis là faut qu'il appelle à telle place. Ça fait, à un moment donné, il a besoin de bouffe dans le début parce qu'il avait oublié d'amener une certaine quantité de bouffe sur le bateau. Sa fille demande à quelqu'un de l'amener via une patente en avion. Finalement, la bouffe arrive pas, a été saisie par les douanes. Donc il y a toutes sortes de cristis de problèmes reliés à ça, puis ça montre un peu justement la détermination de quelqu'un, comment il peut relever des défis incroyables, puis justement c'est un peu une leçon de courage puis de ténacité.